Je vous rappelle simplement de ne pas oublier l'évaluation. Il y aura un lien d'évaluation qui vous sera fourni pour, en fait, l'obtention des attestations et des crédits de formation continue. Alors, merci. Merci beaucoup, Mylène, d'avoir repris ces diapos. Alors, sans plus tarder, donc, on transfère la main à nos présentateurs. Oui, je passe la parole à Stéphane Caron. Stéphane? Je pense que Stéphane a eu un problème parce qu'il n'est plus dans la salle. Donc, il a possiblement été déconnecté. Bon, je peux faire la suite. Tu peux lui... OK. Alors, c'est pour vous présenter les objectifs de la rencontre. À la fin de la présentation, nous voulons bien que les participants soient en mesure de faire la distinction entre les différentes définitions existantes en matière d'aérosols, de décrire les grandes lignes du corpus de connaissances scientifiques sur le rôle des aérosols dans la transmission de la COVID-19, d'apprécier les types de preuves permettant d'estimer les modes de transmission de l'infection, de porter un jugement aussi sur les différents mécanismes de production des aérosols, le tout, la chant, la parole, la respiration, analyser le rôle de la ventilation et des mouvements d'air dans la transmission des maladies infectieuses et pouvoir discuter de quelques moyens de contrôle de la transmission du SRAS-COVID-2. Je vous présente rapidement les présentateurs parce qu'une courte biographie sera lue avant chacune des présentations. Dr Stéphane Perron de l'Institut, Mme Geneviève Anctil de l'Institut également et Mme Caroline Duchesne qui est de l'Université Laval. Alors, je quitte et je laisse, en fait, je ne sais pas si Stéphane Caron est parmi nous. Non. Non? Bon, ben alors je vais présenter dans l'ordre. Caroline va commencer les présentations. Donc, Caroline est de l'Université Laval, elle est professeure titulaire et elle est à la chaire de recherche du Canada sur les bioaérosols. Alors, tu peux aller, Caroline, tu peux prendre la main. Alors, merci beaucoup, Mylène. Merci à tous. Merci aussi à l'INSPQ de m'offrir l'opportunité de partager en quelque part certaines connaissances de base sur les aérosols, puis faire un petit peu le lien avec l'état des connaissances du lien entre les aérosols et la COVID-19. Donc, de façon très, très générale, qu'est-ce qu'un bioaérosol? En fait, par définition, c'est toutes les particules en suspension dans l'air et sur laquelle est retrouvée de la matière organique ou biologique vivante ou morte. Alors, il y a plusieurs secteurs d'activité où les bioaérosols ont été très étudiés, notamment le milieu agricole, le milieu dentaire et plus récemment, il y a un focus particulier qui a été fait sur la transmission des maladies infectieuses, donc le rôle des aérosols dans ce contexte-là. Bien sûr, les aérosols peuvent contenir des virus, là, c'est ce qui va être d'intérêt aujourd'hui, mais aussi peuvent contenir des moisissures, des allergènes, des protéines aviaires, des virus, des bactéries, vivantes ou mortes, donc en entier, ou des fractions de ces différents agents-là. Donc, habituellement, les bioaérosols, quand on les étudie, on s'attend à avoir vraiment des contenus extrêmement hétérogènes de matière biologique. Alors, ça m'amène tout de suite à vous parler de la définition des aérosols, qui est la définition la plus classique, qui est la définition d'émission, par exemple, par une personne qui est porteuse d'un virus par ce qu'on appelle la voie des noyaux de gouttelettes. Donc, finalement, ce petit schéma-là fait juste démontrer que ce qui était compris, et qui est encore vrai dans plusieurs situations, là, une personne infectée va émettre donc des particules de toutes les tailles. Ces particules-là auront des devenirs qui vont être variables dépendant de leur grosseur, de leur vitesse de projection et de plein d'autres facteurs, incluant l'environnement ambiant. Et les noyaux de gouttelettes étaient la partie des aérosols qui était vraiment plus étudiée, je vous dirais, pour la transmission des maladies.
parce que ce sont des petits aérosols qui ont la capacité de voyager très, très loin, donc d'être responsables de la transmission des infections par l'air. Les noix de gouttelettes sont aussi le modèle qui représente très bien la transmission de la tuberculose, en ce sens que le bacille de la tuberculose doit absolument atteindre les parties très, très profondes du poumon afin de causer l'infection. Donc, c'est le modèle de transmission idéal par aérosol longue distance et c'est ce modèle-là qui est appliqué beaucoup en milieu hospitalier pour la prévention de l'infection. Donc, à ce jour, les 3 seules maladies infectieuses qui étaient officiellement reconnues comme transmises aérosols de façon importante, parce que pour d'autres maladies, il y avait des voies aérosols de façon peut-être secondaire. Donc, c'était la tuberculose, la rougeole et la varicelle. Une partie de la compréhension de la transmission des maladies était basée sur le comportement des aérosols dans l'air intérieur. Donc, il y a plusieurs années, ça date des années 50-60, plusieurs chercheurs avaient documenté la vitesse de sédimentation des particules selon leur taille et en concordance avec ce qu'on connaissait des lois qui régissent les particules selon leur taille et selon leur densité. Bien, ce qui avait été un peu observé, c'était que les particules, dès qu'elles atteignent une dimension qui est un peu importante, comme autour de 50 ou 20 ou 100 micromètres, bien, elles ont une vitesse de sédimentation relativement rapide. Et ici, c'est 26 cm par seconde pour les particules de 100 micromètres. Alors, ces particules-là sont fréquemment mises un peu de côté parce que, bon, elles ont un comportement, disons, qui est plus influencé par la gravité. Donc, ils vont rester en suspension moins longtemps que des particules plus petites, d'un micron, par exemple, dont la vitesse est relativement lente. La vitesse de retombée au sol est relativement lente. Mais ça, je vous rappelle que ces expériences-là sont faites en air calme. Cependant, dans la vraie vie, quand c'est des milieux occupés, entre autres, l'air n'est pas calme, l'air est toujours en mouvement. Donc, on sait que les courants d'air présents dans une pièce vont permettre le maintien dans l'air des particules d'à peu près toutes les grosseurs pour des temps qui vont varier d'une particule à l'autre et dépendamment des conditions. Et à titre d'exemple, il avait été modélisé il y a quelques années que simplement la présence d'une personne dans une pièce va produire un panache de chaleur au-dessus de cette personne-là qui va compenser la sédimentation d'une gouttelette d'à peu près 50 micromètres. Donc, la vitesse de l'air ascendant, à cause de la chaleur uniquement, est équivalente à la vitesse de sédimentation des particules de 50 micromètres. Donc, c'est juste un exemple pour expliquer que le comportement des différents aérosols dans l'air intérieur, surtout dans l'air qui est habité, où il va y avoir de la chaleur et des différents mouvements, bien, va varier beaucoup à travers diverses situations, puis que finalement, les particules un petit peu plus grosses, tout comme les particules vraiment petites, vont pouvoir demeurer en suspension des fois pour des périodes suffisantes pour que quelqu'un d'autre entre en contact avec ces particules-là. Donc, le débat qui a eu lieu au début du printemps sur la COVID, il a beaucoup été, à mon avis, un débat sémantique. Puis, grâce à plusieurs chercheurs à travers le monde, incluant les pionniers de la recherche sur les aérosols, bien, il y a eu beaucoup de, je vous dirais, d'éducation qui a été faite, entre autres choses, pour essayer de faire fusionner les différentes définitions d'aérosols qui étaient utilisées à cette période-là. Donc, au départ, les experts en maladies infectieuses et en prévention aussi appuyaient la définition des aérosols qui était vraiment applicable aux maladies et aérosols reconnues, telles la rougeole et la tuberculose. Et pour la prévention d'infection, les autres maladies étaient vraiment considérées comme des transmissions gouttelettes. C'est intéressant de souligner que cette caractérisation-là des maladies infectieuses et de leur mode de transmission a servi beaucoup pour la prévention en milieu hospitalier, entre autres, et fonctionne quand même bien. Donc, ce n'est pas quelque chose qui était remis en question nécessairement parce que ça fonctionnait bien. On va voir un petit peu plus tard que la COVID, à cause du tropisme des récepteurs, bien, ça a compliqué un petit peu l'application de la définition. Les experts en hygiène industrielle connaissaient depuis longtemps des définitions beaucoup plus élargies des bioaérosols, donc incluant différentes tailles de particules qui pouvaient se loger à tous les endroits de l'arbre respiratoire, que ce soit du nez, des bronches ou des zones respirables. Donc, les experts en hygiène industrielle considèrent que les aérosols de toutes les tailles, incluant les particules qui sont nasopharyngées, thoraciques et respirables, font partie des aérosols inhalables, donc peuvent avoir éventuellement des conséquences sur la santé respiratoire. Puis, il y a plusieurs, d'ailleurs, systèmes de capture et limites d'exposition pour ces catégories de particules-là qui sont appliquées au niveau de l'hygiène industrielle.
Et à droite, ici, il y a la figure qui était tirée d'un article de revue de Chadroy et Don Milton en 2004 qui présentait justement un petit peu de façon imagée les différentes situations d'aérosols au niveau de la pénétration. Ce qui est intéressant dans cet article-là qui avait été publié par ces auteurs-là, c'était que non seulement ils présentaient un peu le devenir des aérosols lorsqu'ils entrent en contact avec les voies respiratoires. C'est toujours une question de probabilité. C'est certain, il y a des particules plus grosses qui se rendent plus loin, des particules plus petites qui sont captées dans le haut de l'arbre respiratoire, mais en général, ça montre un peu que selon la taille, il va y avoir un devenir qui va être un peu régional. Mais ce qui est très intéressant, c'est aussi le fait que ces auteurs-là proposaient que le site d'infection était sans doute aussi un bon prédicteur de la taille des aérosols qui allait être émis par quelqu'un qui est infecté. Donc, par exemple, si c'est une infection dans l'arbre respiratoire plus bas, comme par exemple quand on parle de la tuberculose, bien, il y a des bonnes chances que les aérosols émis par la personne infectée soient aussi relativement compatibles avec une pénétration dans l'arbre respiratoire plus bas aussi. Donc, ça va dans les deux sens, que les zones infectées vont vraiment influencer aussi la façon que l'aérosol va être émis par une personne infectée et, conséquemment, la pénétration dans l'arbre respiratoire après ça, un coup que ça va être en contact avec la personne qui va être, disons, la réceptrice. Alors, les experts en bioaérosols dont je vous parlais au début ont beaucoup fait la promotion vraiment d'essayer de fusionner les deux langages que je viens de vous présenter. Donc, en mettant vraiment en avant que l'air calme n'est pas comme l'air turbulent. Donc, les particules peuvent se promener beaucoup plus loin que ce qui était auparavant cru, que divers organes peuvent être des organes d'intérêt pour recevoir des bioaérosols et que les agents peuvent être étudiés en laboratoire et sur le terrain, et que c'est très difficile de dissocier gouttelettes et aérosols, par exemple, lorsqu'on fait des études de transmission, parce qu'à quelque part, ce qui était appelé auparavant gouttelettes par un certain groupe de personnes était appelé aérosol, disons, un peu plus gros par d'autres groupes de personnes. Donc, essayer un peu de faire en sorte que les deux définitions soient maintenant un peu acceptées et combinées ensemble. Ce qui a mené à une définition plus inclusive des bioaérosols infectieux dans le cas de la COVID, où justement, c'était proposé que l'ensemble des particules, incluant les particules vraiment plus grosses qui vont se comporter vraiment comme des projectiles et les particules de toutes les tailles, pourraient éventuellement être émises par une personne infectée et non pas uniquement des gouttelettes ou des petites. Donc, c'est vraiment comme un continuum de grosseur de particules auquel on fait face. Alors, comment ces données-là sont obtenues? Comment les chercheurs arrivent à étudier les aérosols qui sont émis par des personnes? Bien, il y a différentes approches. Il y a des approches, par exemple, au CDC-NIOSH par Bill Lindsley, où les gens ont développé ce qu'on appelle des tousseurs automatiques ou des trucs plus mécaniques qui miment en quelque sorte les mécanismes de projection d'aérosols selon, par exemple, certains symptômes comme la toux, et ça va être fait en laboratoire. Mais il y a aussi des dispositifs comme ceux-là qui ont été développés, entre autres, par l'équipe de Lydia Moraska, où on va vraiment être capable d'étudier l'émission d'un aérosol par une personne. Dans ce cas-ci, c'est une figure que Dr. Moraska va présenter. Je crois qu'ils étudiaient les bactéries émises par des patients fibrocystique qui étaient infectés à Pseudomonas aeruginosa. Mais pour vous donner une idée, ça permet vraiment d'aller quantifier ce qui est émis d'une personne et surtout, à cause de la longueur du tunnel, de vérifier comment cet aérosol-là va se propager dans la distance et dans l'espace, puis éventuellement de le récolter puis de pouvoir l'étudier par la suite. Alors, dans des dispositifs similaires, des chercheurs avaient proposé en 2018 que les gens qui étaient infectés par la grippe n'émettaient pas seulement du virus dans l'environnement lorsqu'ils toussaient, mais émettaient aussi du virus dans l'environnement lorsqu'ils faisaient juste respirer. Puis ça avait été relativement nouveau parce qu'au niveau de l'influenza, les symptômes étaient vraiment comme étiquetés comme étant des situations qui étaient le plus propices à projeter des aérosols dans l'environnement, mais c'est intéressant. Puis des aérosols de très petite taille aussi qui avaient été détectés dans ces études-là. Donc, l'émission par le système respiratoire de virus lors d'une infection par la respiration uniquement avait été démontrée déjà il y a quelques années. Puis, il y avait eu d'autres équipes aussi qui avaient étudié cette fois-ci l'émission des particules aérosols, donc en général, pas nécessairement contenant des virus, mais lors de différentes activités comme la parole et la respiration. Puis, ce qui avait été démontré vraiment, c'était que, bon, mais le débit de la façon dont on respire va influencer ce qui va être émis dans l'environnement, mais aussi, lors de la parole, le niveau de la parole aussi va influencer ce qui est émis dans l'environnement.
Donc, ce genre d'étude-là avait aussi mis la table pour mieux comprendre que ce n'était pas nécessairement uniquement de la toux qui émettait des aérosols ou des éternuements, mais différentes activités humaines pouvaient produire des aérosols dans l'environnement extérieur d'une personne qui est infectée. Au niveau de la COVID, les défis majeurs, il y a beaucoup d'inconnus encore, comme par exemple la dose infectieuse précisément n'est pas connue. Afin de se consoler, la dose infectieuse pour influenza n'est pas connue non plus, dans le sens où ça peut varier tellement d'une situation à l'autre, mais on n'a pas cette information-là. Donc, tous les modèles qui sont déployés, les modèles mathématiques, appliquent des assumptions qui ont des certaines limites, mais qui sont basées sur des études, par exemple, du SRAS. La méthode de culture à ce jour est peu sensible. Donc, par exemple, entre autres, les personnes qui effectuent des échantillonnages d'air, il ne faut pas se surprendre que les échantillonnages d'air sont très difficiles à cultiver parce que les méthodes actuelles de culture ne sont pas encore tout à fait assez sensibles pour détecter des très faibles concentrations de virus. L'échantillonnage de l'air a en plus un effet sur l'infectivité. Donc, on altère nécessairement, je vous dirais, la santé des particules lorsqu'on fait un échantillonnage d'air. Fait que c'est certain que ça ajoute encore un stress au virus. Donc, il n'est pas dans l'état où il était lorsqu'il était dans l'air, un coup qu'il est dans l'échantillon. Le patron d'émission des gens malades n'est pas connu. Donc, c'est très difficile de prévoir ou d'avoir un procédé ou un devis d'échantillonnage de l'air qui va être en phase avec l'émission de la personne. Donc, il y a des situations où on échantillonne l'air, c'est positif, d'autres fois, c'est négatif. Donc, c'est très mystérieux la façon dont ça va se produire. Et l'autre chose, lorsqu'on utilise des méthodes PCR, la demi-vie de l'ARN dans l'environnement naturel n'est pas encore connue. Donc, on ne sait pas, par exemple, lorsqu'on retrouve de l'ARN dans l'environnement, ça fait combien de temps qu'il a été, par exemple, sur une surface qui a été déposée ou même dans l'air. Fait que il y a beaucoup d'inconnus, mais chose certaine, malgré toutes ces inconnus-là, il y a des données quand même importantes qui ont été recueillies à ce jour et qui permettent vraiment de documenter la présence du virus de la COVID-19 dans l'air. Donc, qu'est-ce qu'on sait à date de façon relativement solide? On sait que les aérosols sont émis quand on respire sans nécessairement tousser. Et ça provient d'études auprès des patients. Donc, il y a des études sur l'air expiré qui ont été publiées. L'air expiré avec le condensat de cet air-là peut être étudié. Il y a certaines limitations à ces études-là, mais parce qu'il peut y avoir une contamination par la salive, mais quand même, il y a des données. Et il y a aussi plusieurs études qui documentent dans des échantillonnages environnementaux la présence du virus dans l'air. On sait que le virus demeure infectieux dans les aérosols d'expérience en laboratoire. Il y a 2 ou 3 rapports à ce jour qui ont vraiment étudié le virus dans des chambres d'aérosols et qui ont documenté sa demi-vie. Donc ça, c'est quand même des expériences qui ont été faites qui sont assez robustes. Et de façon très intéressante, il y a quelques rapports qui commencent à proposer que l'infectivité des aérosols naturels, donc prélevés par exemple auprès d'un patient, serait documentée. Donc, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur l'amélioration des méthodes de culture ou d'utiliser des méthodes alternatives à la culture afin d'augmenter la sensibilité. Puis, donc, il y a des gens qui ont réussi à cultiver le virus ou à montrer son effectivité dans des aérosols naturels. Et bien sûr, les études qui ont été publiées cet été, là, des études monumentales sur le tropisme des récepteurs, qui a démontré que les tissus humains partout dans le corps peuvent être infectés par ce virus-là et que le nez et le nasopharynx sont vraiment des sites de choix parce que ce sont les sites qui contiennent la plus grande concentration de récepteurs. Ceci étant dit, c'est bien documenté que l'infection peut avoir lieu de façon primaire au niveau des voies respiratoires inférieures. Donc, ça n'exclut pas du tout le poumon comme cible pour le virus, sauf que ça permet d'ouvrir la porte et d'élargir la définition des aérosols à la définition vraiment plus large, puisque maintenant, on sait que si le virus a comme devenir une impaction au niveau nasopharynx, il va quand même trouver son récepteur et éventuellement pouvoir se multiplier. Alors, il va pouvoir éventuellement, selon certains auteurs, causer des pneumonies même par la suite par aspiration du contenu de propagation du virus au niveau du nasopharynx. Donc, c'est des connaissances qui sont intéressantes, qui sont vraiment propres à ce virus-là, parce que c'est quand même particulier d'avoir un tropisme aussi répandu de récepteurs là, donc pour un virus respiratoire. Il y a des études qui ont proposé le calcul de taux d'émission par les gens infectés en modélisant l'émission de quanta. Donc, les quantas sont des doses, la dose nécessaire. Un quanta, c'est la dose qui serait nécessaire d'infecter 2/3 d'une population qui serait exposée à cette dose-là. Donc, ces calculs-là ont été faits
à partir de données, un peu comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure avec la parole à différents niveaux, c'est que les gens ont mesuré le volume total de gouttelettes qui sont émis lorsque quelqu'un, par exemple, parle ou chante ou crie. Puis, à partir de la concentration de virus, par exemple dans la salive ou dans le liquide d'expectoration, bien, ils ont extrapolé ou modélisé le contenu éventuellement de toutes ces particules-là qui seraient émises pendant une certaine activité. Et ça a donné quelque chose comme ça qui donne à quelque part des étendues de doses qui sont émises par des gens selon l'activité qu'ils font, donc selon s'ils parlent très fort ou s'ils sont simplement assis tranquilles en train de respirer. Donc, juste à titre d'exemple, ça, c'est toujours une question aussi d'intervalle de confiance puis de percentile au niveau de ce qui est observé chez les gens parce que ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. Pardon. Mais disons qu'une personne qui serait assise en respirant tranquillement de façon médiane pourrait émettre 0,74 quanta à l'heure, donc à peu près moins d'une dose pour infecter moins d'une dose qui infecterait 2/3 des gens autour en 1 heure. Mais ça, il y a aussi énormément d'écart d'une situation à l'autre. Mais ce qui est important de remarquer, c'est toute l'étendue des possibilités qui ont été modélisées. Et ça, bien sûr, c'est un seul modèle que je vous présente. Il y en existe d'autres. Donc, je pense que ce qui est important de retenir, c'est que les différentes activités biologiques peuvent éventuellement générer des concentrations de virus plus ou moins grandes, puis que ces virus-là seront présents sur des particules de différentes tailles, pourront donc avoir des comportements différents selon les situations et aller atteindre les voies respiratoires des gens à différents endroits aussi éventuellement. Alors ici, je vous présente le petit devis d'étude qu'on a publié avec un article récemment qui a été fait à l'IUCPQ. Donc, c'était dans des chambres de soins où il y avait un patient qui était confirmé COVID, mais comme vous pouvez voir, le patient n'était pas intubé. Donc, c'est pour ça qu'on est allé dans ces chambres de soins-là. Puis, on échantillonnait l'air à différentes distances du patient. Puis, la raison pour laquelle je vous présente ça, c'est que c'est le genre d'information qui manque souvent dans les études, c'est-à-dire, nous, on connaissait le débit d'air utilisé dans notre chambre. On a donc pu calculer le taux de changement d'air selon le débit d'air de ventilation ici, parce que la chambre, à l'origine, elle était juste ventilée naturellement. Puis, ce que ça nous a permis de faire lors d'échantillonnage d'air, ici, vous avez les auteurs de l'article qui sont indiqués ici, puis le titre, si jamais ça vous intéresse. Mais on était capable, au départ, de calculer des concentrations de génome de virus dans l'air de la chambre des patients. Ici, je vous présente juste les patients qui ont donné des résultats positifs parce que ce n'est pas tous les patients qui avaient l'air d'émettre du virus en concentration suffisante pour qu'on puisse le mesurer. Donc, étant donné qu'on utilisait un PCR qui était possiblement quantitatif, ce qui n'est pas le cas de N, mais le ORF1b, on avait une courbe standard qui nous permettait de quantifier. Donc, on a calculé une concentration de virus en génome par mètre cube. Mais là où je vous dis qu'il manque des informations souvent, c'est que ça arrive qu'on n'a pas l'information sur les taux de ventilation de la pièce, puis qu'on est finalement, ça demeure une concentration, mais qui est intimement reliée à la ventilation dans la pièce. Donc, on a essayé, bien sûr, il y a des assumptions qui ont été émises dans le petit calcul qui n'est pas non plus au centre de l'article, mais on a assumé que la pièce était complètement bien mélangée puis que c'était stabilisé, donc les concentrations étaient stables dans le temps et dans l'espace. Puis, ce que ça permet de calculer ou d'estimer, c'est que le patient pourrait émettre entre 2000 et 80 000 génomes à l'heure quand on tient compte de l'effet de dilution par la ventilation de ces génomes-là. Fait que, je vous présente ça simplement pour vous montrer que bien que l'information qu'on avait était relativement limitée, on avait un ventilateur d'extraction d'air proche du patient. On a assumé que tout était bien mélangé. Ça permet quand même d'avoir une information qui, je pense, un peu plus extrapolable et comparable aux autres études si toutes les études présentaient ce genre d'informations-là. Parce que lorsqu'on étudie la concentration de quelque chose dans l'air, c'est certain que c'est intimement relié à comment on va le sortir de la chambre par la ventilation. Donc, si on veut vraiment comprendre comment les patients émettent, c'est important d'avoir ce genre d'informations-là. Récemment, on a soumis pour publication à l'American Journal of Infection Control des données obtenues lors de l'échantillonnage de l'air et des surfaces dans des centres de soins longue durée de la province de Québec. Puis, c'est des informations qu'on a obtenues qui sont extrêmement intéressantes. Puis, aujourd'hui, je me permets de présenter une partie de ces résultats-là parce que je crois que ça aide vraiment à la compréhension de la situation complexe au niveau de la COVID.
Donc, rapidement, on a échantillonné des surfaces no touch, donc des endroits où personne ne peut aller toucher, soit les hautes cadres de porte ou des étagères vraiment en hauteur. Et on a échantillonné au oscillaire dans 27 chambres de patients en CHSLD où il y avait des éclosions de COVID. On a les informations au niveau de la date d'éclosion et du diagnostic des personnes où on a échantillonné l'air. Ici, vous avez l'information sur la ventilation. Et c'est important de remarquer que lorsqu'il y a de la ventilation dans ces endroits-là, c'est toujours une prise d'air à l'extérieur de la chambre, donc dans le corridor. En fait, finalement, ça fait que le contenu de la chambre a tendance à sortir de la chambre. Et sinon, il n'y avait aucune ventilation mécanique. Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il y a certaines surfaces qui ont démontré des très grandes concentrations de virus, puis qu'il y avait quand même un bon taux de positivité sur les surfaces. Il n'y a aucun échantillonnage d'air, par contre, qui a été positif. Nous, on explique ça par le fait que, je vous dirais, le calendrier d'accès au site par rapport au calendrier d'éclosion, on était vraiment décalé, on était sans doute beaucoup trop tard. Mais par contre, on est assez convaincu que la présence de virus sur les surfaces no-touch sont des évidences de transport par l'air des particules virales. Donc, le virus s'est retrouvé dans l'air à un moment donné pendant la présence du patient dans ce contexte-là. Malheureusement, au niveau du timing, quand nous, on était présents, il n'y avait rien eu de détectable dans l'air. Mais par contre, on croit vraiment que c'est vraiment une évidence de transport par l'air des particules virales à un moment donné au cours de l'historique d'infection de la personne. Est-ce qu'on était trop tard par rapport au calendrier clinique? Sans doute que oui. On était clairement décalé vers la fin des éclosions pour des raisons que vous pouvez sans doute comprendre. Au niveau des accès, ça a été compliqué. Donc, on vous dirait que c'est sans doute une des priorités qu'on aimerait mettre de l'avant, c'est-à-dire d'avoir des accès rapides. Ça risque d'aider beaucoup aussi à comprendre et à mieux élucider qu'est-ce qui se passe exactement dans ce genre de milieu-là. La ventilation était déficiente dans tous les endroits où on est allé. Donc, est-ce que ça a un impact sur la transmission dans les bâtiments? Donc, il y a toujours une extraction qui était présente à l'extérieur de la chambre et des fois, dans les autres situations, aucune ventilation mécanique. Donc, comment est-ce que cette situation-là peut impacter? Là, je sais qu'il y a plusieurs endroits qui ont beaucoup modifié la façon dont c'était ventilé. Alors, c'est des questions très intéressantes à se poser. Et on croit aussi, une des conclusions de l'article, c'est qu'on doit revoir les définitions de situation à risque aérosol parce que c'est clair qu'il y a sans doute des situations incluant des mauvaises ventilations, incluant des designs de bâtiments ou d'organisations physiques qui peuvent sans doute promouvoir l'accumulation d'aérosols dans des endroits particuliers et éventuellement permettre la transmission de la maladie par la voie de l'air de façon beaucoup plus facile. Alors, à mon avis, ça c'est mon opinion personnelle, au niveau des priorités, c'est important pour faciliter la recherche sur la transmission aérosol, c'est important d'avoir accès aux milieux en éclosion de façon précoce autant que possible, de définir des situations où les aérosols sont plus à risque de jouer un rôle important dans la transmission, donc pas nécessairement uniquement penser aux IMGA, donc aux manœuvres qui vont générer des aérosols d'un point de vue médical, mais vraiment de penser aux autres situations et est-ce que l'absence de ventilation ou le temps de contact entre différentes personnes peuvent jouer dans la définition des différentes tâches ou des différentes situations où les aérosols pourraient être impliqués. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est important. Et aussi, de façon importante, de considérer dorénavant les aérosols de toute taille, qu'elles soient respirables, thoraciques ou nasopharyngés, afin de bien inclure tous les types de risques associés à la transmission de la COVID par l'air. Donc, en conclusion, les aérosols inhalables, donc qui impliquent les 3 familles de particules que je vous ai déjà décrites, peuvent tous être porteurs de virus pouvant causer éventuellement une infection. Il existe plusieurs comportements qui sont susceptibles de générer des aérosols de différentes tailles, tels la respiration, la parole et la toux. Le comportement des aérosols et leur transport peut être étudié sur le terrain et en laboratoire afin de nous aider à avoir des réponses à certaines questions et aussi nourrir les modèles pour les gens qui développent des modèles. Et les données terrain d'aérosols viraux sont donc dépendantes des conditions lors de l'échantillonnage, donc de prendre bien soin de bien caractériser la ventilation, la position du dispositif, le statut des patients, le type de dispositif utilisé, le type de méthode, afin d'obtenir des résultats qui sont le plus comparables possible à ceux disponibles dans la littérature. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention.
Alors, on va passer à la présentation de Stéphane Perron. Bonjour tout le monde. Donc, oui, c'est une grosse foule quand même, c'est un peu intimidant, je vous dis tout de suite. Bravo à Caroline d'ailleurs pour l'avoir fait une présentation avec autant de calme. Donc aujourd'hui, pour la deuxième partie, je vais discuter de la COVID à travers un angle complètement différent. C'est vraiment le résultat des études épidémiologiques en lien avec leur transmission à distance par aérosol. Fait que c'est vraiment une synthèse des études épidémiologiques et qu'est-ce que ces études-là peuvent nous dire. C'est moi qui fais la présentation, mais pour tout enjeu comme ça, on ne travaille jamais seul. J'ai eu beaucoup d'aide de personnes aussi pour la présentation, pour la réflexion, dont Jean-Marc, Patrick Poulain, Caroline Huot, Geneviève, Caroline Chaîne, Stéphane Caron, Mylène Trottier, mais aussi évidemment tous les autres et les personnes qui travaillent sur ces présentations-là. Fait que moi, je suis que le porteur. Les compétences qu'on cherche à aller chercher, c'est vraiment apprécier les évidences épidémiologiques qui nous permettent d'estimer la transmission à distance par aérosol, puis l'influence de la force de ces évidences sur le rôle potentiel de la ventilation et des mouvements d'air dans la transmission des maladies infectieuses. C'est vraiment pour essayer d'avoir un canevas de réflexion. Je ne suis pas sûr que ça a déjà été fait, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais au moins en 2021, on a des technologies qu'on n'avait pas avant puis qui permettent aussi de réfléchir différemment sur ces sujets-là. Plan de la présentation, bien, c'est sûr qu'en épidémiologie, comme partout, il y a toujours des postulats de base à considérer. Il y a toute la question du survol des enjeux en lien avec la qualité des études épidémiologiques. On ne peut pas faire abstraction de ça. Les éléments de preuve issus des études animales, les études menées dans les restaurants, moi, je pense que c'est un cas particulier intéressant qu'il faut mettre en exergue durant cette présentation-ci, puis pour les études épidémiologiques. Puis l'impact de ces résultats sur les orientations de gestion du risque en ventilation, entre autres. Postulat de base à considérer. Les connaissances sur le SRAS-CoV-2, ça évolue très rapidement. Ce qu'on pensait au mois de janvier, février, heureusement, on ne le pense plus au mois de décembre parce que la science a évolué. Puis si on ne s'adapterait pas, ben là, ce ne serait plus de la science, ce serait pas mal de l'idéologie. C'est vraiment important de prendre en considération ces connaissances dans l'appréciation de la qualité des études épidémiologiques parce qu'encore là, on est tous des héros après coup, mais c'est sûr que quand on critique une étude qui est sortie au mois de février, mais qu'il n'y avait pas toutes les connaissances de base, ben c'était l'étude qui était très bonne au mois de février, mais on la regarde très différemment au mois de décembre ou janvier. Mais ce n'est pas pour dire que ce n'était pas des études intéressantes. Au contraire, ça fait évoluer les connaissances. Dans ce type d'études où il y avait la COVID, il y a vraiment deux types de biais vraiment importants à considérer. C'est les biais d'information et de la confusion. Je vais revenir un petit peu plus en détail sur ces biais-là. Et je vais parler des cas particuliers des études dans les restaurants dans le contexte de la COVID-19. Postulat de base. Bien, en fait, ce qui est assez clair à travers tout ce qu'on voit dans la littérature depuis le début, c'est que les études épidémiologiques et les investigations d'éclosion démontrent que les risques de contracter la SRAS-CoV-2 augmentent avec la proximité et la durée d'exposition avec une personne infectée. On tient ça des études descriptives, on tient ça des enquêtes sur les éclosions, on tient ça des études cas témoins. Donc, on a une myriade d'informations qui nous disent plus on est proche longtemps, plus on est à risque. Puis c'est sûr que quand on regarde les impacts à distance, on ne peut absolument pas faire abstraction de ces postulats de base-là. Donc, la transmission à proximité est bien démontrée. Puis on le voit d'ailleurs, la proximité, ça peut même être variable pour l'OMS depuis le début de la pandémie. Proximité, c'est à l'intérieur de 1 mètre, alors qu'à l'INSPQ puis au Québec, on a toujours été un petit peu plus prudent que l'OMS à ce niveau-là. C'est à plus de 2 mètres. Mais les juridictions, ça varie beaucoup d'un endroit à l'autre dans le globe, puis il faut prendre ça en considération. Mais là-dessus, pour nous, 2 mètres, c'est proche. Pour l'OMS, c'est 1 mètre qui est proche, puis c'est 1 mètre qui a le plus de risque. Je vais revenir sur mes postulats de base. Pour ceux qui connaissent un peu certains petits principes philosophiques de base, ça, c'est le rasoir d'Occam. C'est quoi le rasoir d'Occam? Ben, c'est que s'il y a une explication simple, on a tendance à la préférer sur les explications complexes, bien que ce n'est pas évidemment tout le temps le cas, mais c'est une approche qui sert beaucoup en sciences. Donc, les postulats utilisés lors de l'évaluation de la plausibilité, c'est important de prendre en considération. Donc, peu importe les études qu'on regarde, si la transmission du SRAS-CoV-2 peut être expliquée par une transmission à proximité, il est peu probable que la transmission ait lieu à distance. Je vous donne un exemple.
si un individu a un contact à moins de 1 mètre d'un cas sans protection pour 30 minutes, avec une personne, donc un cas qui était présumément, qu'on présume pouvait transmettre la COVID. Puis si ce cas-là a eu un contact avec un autre cas pour 30 minutes, mais à une distance de 5 mètres 2 jours plus tard, ben, notre postulat, c'est que toute chose étant égale par ailleurs, si le contact devient un cas, mais c'est probablement lors du premier contact. Fait qu'on prend toujours l'explication la plus simple dans le contexte le plus simple. Encore une fois, si toute chose était égale par ailleurs. Puis, pour vous donner des exemples, parce que là, il y a un petit avion en Lego, puis le petit avion en Lego, ça représente ce qui est la COVID au mois de février, puis ce qui est toujours la COVID, d'ailleurs, au mois de janvier. On est malheureusement en train de piloter un avion qu'on construit en même temps et c'est pas du tout évident. Et vous le savez, c'est toujours un peu délicat quand on regarde un peu tout partout. Puis, tu sais, on voit que, entre autres, au début de la pandémie, il y avait beaucoup d'incertitudes à l'égard des connaissances sur la transmission. Il y en a encore beaucoup, en fait. Mais, tu sais, pour vous donner un exemple, au début, la période d'incubation était inconnue. Fait que, au mois de février, c'est sûr qu'on considérait qu'une période d'incubation de plus de 14 jours, c'était plausible. Puis on voit des études qui parlent plusieurs études qui parlent après des contacts de 14, 15, 20 jours où on postule que le contact aurait pu se faire 20 jours plus tard avec une très, très longue période d'incubation. Bien, ce qu'on constate, c'est quelques mois après la pandémie, une période d'incubation de 14 jours ou au-delà s'avère rare. Puis là, j'ai mis probabilité de moins de 1,5 parce que c'est vraiment la fourchette très supérieure de toutes les estimations à 14 jours. La plupart sont plus basses, mais quand on fait une investigation d'éclosion, puis on dit qu'il y a eu une transmission à distance, puis qu'il y a une proportion importante des cas qui ont été 14 jours plus tard, bien, juste avec un calcul probabilistique, tu dis, bien, ça se peut, mais on tombe, il y en avait une étude, entre autres, que j'avais calculé que les chances à 1%, c'était 1 fois 10 à la moins 12, fait que c'est toujours plausible d'un point de vue mathématique, mais c'est juste mathématique. Autrement, il y a un enjeu, là. Fait que c'est difficile pour nous de considérer que ça, c'est des preuves solides. D'autres biais, je sais que ça, pour nous, on considère ça assez important, les biais d'information. Les études où il n'y a pas de... Les biais d'information, c'est des biais où l'information, il manque de l'information, où l'information est mal colligée, où il y a quoi qu'il arrive en épidémiologie, l'information est très, très importante. Fait que les études où il n'y a pas de questionnaire quant à la durée et la proximité des contacts, ça entraîne des biais d'information majeurs parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Quand on dit que la transmission s'est faite à distance sans disposer d'informations à cet égard, on considère que c'est hasardeux. On l'a vu avec les chorales. C'est vrai qu'il y avait plein d'évidences et autres, mais en même temps, on n'a pas de données, on n'a pas d'informations. Combien de temps tu as été proche de telle personne? On ne le sait pas. On l'a vu aussi dans certains cas de transmission dans les abattoirs. On n'a pas cette information-là. Fait que ça devient très, très... postuler une explication plus complexe que celle la plus simple, quand on peut l'expliquer en grande partie par la plus simple, ça devient encore un enjeu. Biais de confusion, ça c'est un autre biais, puis on l'a vu dans plusieurs études, c'est qu'il y a des moments qui sont présumés étant je vous donne un exemple d'une étude qui s'est passée dans un CHSLD néerlandais. On disait dans le CHSLD que la transmission avait été aérienne, puis que c'était probablement de multiples contacts. Mais quand on regardait les courbes épidémiques, on voyait que ce n'était pas les mêmes pour les travailleurs puis les patients. Puis en plus, on voyait en filigrane que les travailleurs avaient eu des contacts prolongés sans protection et les patients entre eux aussi. Donc, dans ce contexte-là, on dit, ben là, il y a un biais. Là, on n'a probablement pas ciblé le bon moment, la bonne personne, les bons enjeux. Fait que c'est très dur de conclure à partir de ces études-là. Il y a eu aussi, parfois des études animales qui démontrent en fait le concept de transmission sans contact. Donc, très bien. Il y a eu des études sur des souris avec les furets transmission à 1 mètre. Le problème, c'est qu'on a peu d'informations sur la taille de l'aérosol. C'est des recherches à venir. Puis avec, entre autres, l'étude avec les furets, une des raisons pourquoi on n'avait aucune idée c'était quoi la taille, c'est que l'air rentrait quand même à 100 litres minute, ce qui est quand même beaucoup pour des petits aquariums avec des furets. Fait que les auteurs étaient très humbles par rapport à ça. Ils disaient, on ne peut pas estimer, mais on voit que ça se fait, puis ça peut quand même se faire à travers une certaine distance. Le 5 octobre 2020, le CDC a émis un rapport qui était très clair, qui mentionnait « Circumstances on which airborne transmission appears », puis on ne l'a pas démontré, mais on dit, on suspecte que ça pourrait arriver, là. In closed spaces
within which an infectious person either exposed susceptible people at the same time or to which susceptible people were exposed shortly after had left the space. Ça, je dois admettre que le plan B, oui, il y a des situations, c'est plausible, effectivement, là où on dit, OK, ça se pourrait-tu pas. Une exposition prolongée à des particules respiratoires, tu sais, donc, avec là où il y avait des activités d'exercice, de chant, où les personnes ont crié, mais qui pourraient en augmenter. Puis il y avait aussi toute la question de inadequate ventilation or air handling qui était aussi discutée. Fait que le CDC, ce qu'il disait, c'est que c'est possible, c'est plausible, donc on ne peut pas l'éliminer grosso modo à cause de ces circonstances-là qu'on se méfie particulièrement. C'était vraiment le message qu'il avait envoyé. Nous, le message qu'on envoie depuis ce temps-là, c'est peut-on éviter ces situations-là, s'il vous plaît? Donc, ce qu'il nous faut pour avoir une bonne preuve épidémiologique relative à la transmission à distance, c'est vraiment certains types d'études. Donc, ça nous prend des études sans biais d'information. On a besoin donc des bonnes informations sur la distance et la durée de contact. Des études qui sont compatibles avec les connaissances actuelles, des études où la transmission à proximité peut être éliminée. C'est toujours un grand bonus parce qu'encore une fois, s'il y a une explication très simple, pourquoi elle est la plus complexe, surtout quand elle est extrêmement plausible et que le poids de la littérature est en arrière. C'est intéressant, pertinent aussi, avoir des études avec des mesures ou des modélisations précises des mouvements d'air, surtout quand on les implique. Si on dit que c'est, juste par exemple, si on dit, OK, tel système de ventilation qui était mal ajusté, mal appliqué aurait pu causer telle personne, mais si on ne fait pas les études de mouvement d'air à travers les différents systèmes, on n'aura aucune idée si c'est vrai ou faux. Ce sera encore des suppositions, puis c'est correct, mais mon background vient de santé environnementale, puis en santé environnementale, des corrélations qui sont tout à fait intéressantes, mais non pertinentes, on voit ça constamment. Puis, il y a seules 2 études qui ont vraiment répondu à ces critères, qui ont été publiées dans la littérature. Et c'est de ces études que je vais vous parler tout de suite. En fait, c'est des études dans des restaurants asiatiques. Puis, c'est un milieu, bizarrement, assez intéressant d'études de la transmission à distance, la COVID-19. Entre autres, ils ont des choses que nous, on n'aurait jamais au Québec. Là, ils ont une technologie de traçage avancée, ils ont des cartes de crédit, des apps de traçage obligatoires, des téléphones, justement, avec les téléphones, ils ont des entrevues qui sont assez bien faites. Ils ont aussi un autre aspect qui est très intéressant, qu'on ne voit pas ici. Ils ont une surveillance vidéo dans le restaurant, fait qu'ils savent exactement ce que les gens font dans le restaurant. Puis dans une des 2 études, ils ont utilisé un gaz traceur, l'éthane, puis ils ont fait des simulations à partir de ce gaz traceur-là. Aussi, ils ont reproduit exactement les gens dans la salle. Puis les simulations avec l'aide de la mécanique des fluides numériques, c'est Computational Fluid Dynamics, ce qui n'était pas possible de faire avant, mais aujourd'hui, oui, puis c'est vraiment intéressant. Puis il y a une autre étude, c'est vraiment l'étude directe des mouvements d'air. Il y a des questionnaires précis sur le contexte, la proximité, la durée de ceux-ci. Ce qui est intéressant, c'est une des 2 études qui a eu aussi du génotypage. C'est toujours intéressant pour confirmer, en fait, pour du moins, peut-être pas confirmer, mais c'est une perspective qui est très importante quand on essaie de démontrer un lien causal. Puis l'affaire, c'est que ce genre d'études-là, c'est assez exclusif dans le contexte des restaurants parce que on a une réduction importante des biens d'information parce que, surtout dans le contexte des restaurants asiatiques, parce qu'on a vraiment un peu partout où ils vont à cause des lois qui ne passeraient pas ici, probablement, heureusement, mais ceci dit, ils ont là-bas. Ils ont beaucoup moins de biais de confusion parce que les restaurants, les gens, c'est des rencontres fortuites, contrairement au milieu de travail ou au milieu de soins où il y a de multiples occasions que les mêmes personnes peuvent se retrouver ensemble puis arriver à malheureusement se contaminer un et l'autre. Donc, tous les autres milieux, c'est ça crée des enjeux qu'on ne voit pas dans les restaurants. Fait que c'est un milieu, c'est comme un espèce de milieu assez intéressant à ce niveau-là. Les 2 études réalisées en Chine et en Corée, puis dans les 2 études, dans le restaurant, il n'y avait pas de ventilation mécanique ou naturelle, c'était vraiment, ou très peu en fait, là, c'était dans des
dans des étages sans ventilation, mais il y avait des présences de systèmes de climatisation assez agressifs avec recirculation et dispersion de flux d'air directionnel. Donc, il y avait je vais vous montrer les prochaines diapos, mais vous allez voir. Il y avait une densité d'occupants très importante dans ces restaurants-là. Il y avait des périodes prolongées d'exposition aussi. Il n'y avait pas de port de masque ou de couvre-visage. Ça, c'est un petit point intéressant à considérer aussi. Ça, c'est l'étude avec les gaz traceurs et la numérisation par fluide dynamique, excusez le terme. Puis dans cette étude-là, ce qui était très intéressant, c'est que vous voyez, il y avait ici en mauve, il y avait la personne qui était le cas. En brun, vous avez les gens qui ont éventuellement développé la COVID. Et ce que vous voyez, les gars, c'est que je ne vous ai pas montré les chiffres parce que les images sont toujours plus intéressantes, mais l'exposition des personnes qui étaient alentour du cas, ou du moins tous ceux qui étaient dans le nuage, c'était tous des expositions relativement similaires parce que les mouvements d'air étaient très, très forts et la turbulence, le mixage ici faisait en sorte que les expositions des personnes, que tu sois à 1 mètre ou à 5 mètres, c'était à peu près le même niveau d'exposition modélisé par les gaz traceurs. L'autre aspect particulier, c'est qu'on voit, les autres tables ont aussi des systèmes, mais les niveaux étaient beaucoup moins élevés. Personne d'autre a été contaminé par ailleurs dans ce milieu-là, clos sans ventilation, et les travailleurs non plus n'ont pas été atteints. L'étude coréenne est un petit peu différente. Ce qu'on voit ici, c'est, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la personne initiale, le patient A, personne ne comprenait comment il a été infecté. C'est à travers leur système de traçage et d'intégration avec leur système de surveillance qui ont réussi à comprendre que la personne A, à un moment donné, est rentrée dans la même plage de temps que la personne B ici dans ce restaurant-là. Ils sont tournés avec les films, ils ont vu les interactions, puis de plus, ils sont tournés dans le restaurant. Eux autres aussi, ils ont rentré les chaises, ils ont mis les personnes, puis ils ont commencé à mesurer les mouvements d'air. Puis ils se sont rendus compte que les mouvements d'air, en fait, de BA étaient très importants. C'était 1 mètre seconde. Encore là, c'est un moyen jet. Ce qu'ils se sont rendus compte aussi, c'est que finalement, il y a une autre personne qui a développé la COVID qui était dans le jet. Et le collègue du B a aussi développé la COVID. Mais ce qui est intéressant à regarder, c'est que ceux qui n'étaient pas dans le courant et pourtant étaient beaucoup plus proches du B que le monsieur A, bien, ces personnes-là n'ont pas développé la COVID. Donc, c'était encore une instance où on voit une transmission à distance, mais où les flux d'air directionnels semblaient jouer un rôle très important. Donc, c'est quoi le constat de ces deux études-là? Bien, en fait, oui, transmission à distance très plausible après analyse, mais en lien avec des flux d'air importants. Les personnes qui étaient à proximité des cas confirmés, mais hors des courants d'air, n'ont pas été affectées. Aucun employé affecté. Là encore, c'est impossible de déterminer la taille des aérosols. Ça peut être un mix de toute taille. C'est probablement assez similaire à la personne à 6,5 mètres que celle qui aurait été à 1 mètre. Puis cette personne-là, à 6,5 mètres, était certainement, c'est tout à fait plausible, en fait, qu'elle a été plus exposée que les personnes qui étaient proches, mais pas dans le jet d'air. Donc, c'est ça. Fait que ça pourrait être un mécanisme similaire à la transmission à proximité. Ce qui nous chicote, puis ce qu'on regarde, bien, si ça avait été vraiment des petits aérosols en suspension pour des longues périodes de temps, bien, on aurait voulu, parce que ces études-là, c'est intéressant avec ce qu'ils nous disent et ce qu'ils ne nous disent pas. Bien, tu sais, les personnes à proximité auraient probablement été aussi atteintes. On ne l'a pas observé dans ces études-là. Ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas, mais c'est juste qu'on ne l'a pas observé. C'est vraiment les personnes qui étaient dans les zones de courant d'air ou de turbulence qui ont été infectées. Puis, c'est intéressant parce que si on fait le même jeu, là, on dit, OK, c'est un restaurant, il y a une personne, mais là, on s'imagine dans un autre contexte où chaque table, chaque milieu a comme une personne infectée dedans. Fait que si tu avais une personne là, une personne dans qui était sous le courant de ce climatiseur, puis une dernière personne qui sont le courant de climatiseur, si on avait juste 4 personnes, avec la même logique et la même dynamique, on aurait pu se retrouver à cause des flux d'air avec une éclosion assez majeure dans le restaurant. Ça aurait été dur de dire exactement ce qu'il y en est, mais c'est juste, avec l'approche scientifique, ce qui est important, c'est pas nécessairement arriver avec des réponses, mais se poser des questions puis essayer de dire, ben c'est-tu logique, c'est-tu pas, mais qu'est-ce qui aurait pu arriver? Fait que ça aurait possiblement été en lien aussi avec les mouvements d'air. Fait que
Les constats des études épidémiologiques, donc c'est ça, on voit qu'effectivement, dans ces études-là, dans les restaurants, plusieurs personnes risquent, fait qu'on voit que quand il y a des restaurants pleins, effectivement, il y a des risques augmentés parce qu'il y a plus de chances qu'il y ait un cas. Des endroits restreints, la ventilation insuffisante et inadéquate, oui, ça semble jouer. Occupation pendant une période prolongée, mais pas nécessairement très longtemps, on ne parle pas des heures, là, on parle d'1 heure. Mais ce qui ressort beaucoup de ces études-là, c'est des patrons non souhaitables de flux d'air directionnel qui entraînent dans leur sillon des particules de manière concentrée de volume variable. Donc, ça semble jouer un rôle dans la transmission de SARS-CoV-2. Ce n'est probablement pas le rôle majeur, le plus important, mais ça semble jouer un rôle. La ventilation, c'est sûr que depuis le début, on pense on croit que c'est quelque chose d'important, quoi qu'il arrive. On ne l'a pas démontré pour le SARS-CoV de façon aussi élégante qu'on est en train de le voir pour les flux d'air directionnels. C'est clair qu'il y a un rôle pour les transmissions par voie aérienne comme la tuberculose. Ce que ces études-là, par contre, nous menaient à considérer, c'est que oui, les changements d'air, c'est important, mais finalement, les flux d'air indésirables aussi, c'est important. Puis en parenthèse, j'aurais peut-être dû le mettre avant, mais moi, si j'étais en Corée du Sud, je dirais à tous les chercheurs de regarder les situations où les cas ont séjourné dans les restaurants. Parce que là, ce qu'ils ont fait, c'est un classique. Ils ont regardé des cas, puis ils ont regardé des situations où il y a eu de la transmission. Ça serait tout aussi intéressant de voir les cas et des situations où il n'y a pas eu de transmission. Si quelqu'un parle en Corée, juste envoyer un email aux chercheurs de ma part pour leur demander de faire ça, si quelqu'un parle en coréen. Mais les résultats, ces résultats-là, ces constats-là, ça a eu une influence sur la recommandation du rapport de ventilation. C'est sûr qu'en parenthèse, c'est un peu prétentieux de dire que c'est une grosse influence parce que les gens qui sont dans le rapport, qui participaient, c'est des gens très, très compétents qui seraient probablement arrivés aux mêmes conclusions, mais c'est clair que ça renforce le fait qu'il faut vraiment mettre l'accent sur le système de ventilation dans son ensemble. C'est pas juste les changements d'air, mais c'est les mouvements d'air, la recirculation d'air, les autres contaminants. L'autre chose, c'est que ça prend de l'expertise. C'est comme présentement, on dirait que tout le monde devient un expert de la ventilation. Croyez-moi, tous ceux qui y baignent un peu, plus les gens travaillent en ventilation, moins ils veulent se prononcer. C'est pas simple. C'est vraiment pas quelque chose d'évident. Ce qui est important, ce qui est sorti de façon très, très claire, c'est que l'importance de l'optimisation des systèmes de ventilation mécanique est importante. Puis aussi, même chose pour l'optimisation des systèmes de ventilation naturelle. C'est quoi les meilleurs régimes? La ventilation amène un renouvellement d'air, mais certains systèmes, surtout les climatiseurs et purificateurs d'air, entraînent aussi des flux d'air qu'il faut gérer. Puis, on revient avec notre point, c'est vraiment important de travailler avec des professionnels de la ventilation. C'est pas si simple. Puis, c'est aussi ce qui est important aussi, ce que ça nous amène, c'est qu'il faut vraiment se concentrer sur des situations évitées plutôt que les mécanismes de transmission quand on regarde ces enjeux-là. Fait que les endroits restreints, densité de population élevée, ventilation inadéquate, pas de mesures de protection, mais c'est sûr qu'on joue avec le feu quand on fait ça. Fait que c'est le genre de situation qu'il faut éviter, entre autres. Donc, j'ai déjà trop parlé. Je laisse la parole à Geneviève pour la prochaine partie de la présentation. Merci, Stéphane. Merci, Stéphane, Dr. Perron, pour la présentation. Puis, je vais céder la parole à Geneviève Anctil, qui est conseillère en soins infirmiers à l'Institut national de santé publique à la direction des risques biologiques et de la santé au travail dans l'équipe des infections nosocomiales. Peut-être juste me confirmer que vous m'entendez bien et que vous voyez ma présentation. Oui, Geneviève. Parfait, merci. Alors, ça me fait plaisir d'être là pour vous présenter de mon côté là, notre document sur la transmission du SARS-CoV-2 qui présente les constats et une proposition de terminologie, un document qui est paru le 8 janvier dernier et qui est en quelque sorte, si vous voulez, la fusion entre les éléments et les enjeux qui ont été soulevés par Caroline en début de présentation et avec l'œil ou la démarche critique là, proposée par Dr. Stéphane Perron là, par la suite. Je vais aussi aborder les mesures de prévention de la transmission du SRAS là, dans leur globalité. Donc, j'espère que vous avez eu l'occasion de le lire, le document. J'espère encore plus que vous l'avez apprécié. Mais
mon souhait, c'est de vous contaminer positivement aujourd'hui. J'espère que vous allez être des vecteurs de transmission de l'information auprès de vos collègues, auprès de vos équipes, auprès de votre clientèle, ultimement, parce que trop souvent, entre ce qu'on pense et ce qui est compris, bien, il y a tout un monde. Donc, on va essayer de se rejoindre aujourd'hui. Alors, on va voir ensemble la démarche qui a mené l'équipe de l'Institut à émettre ces différents constats-là. Donc, le point de départ, le Comité sur les infections nosocomiales, on avait un guide sur la protection respiratoire et on avait amorcé là, des travaux de révision. Mais au fil des discussions là, avec différentes cellules d'experts à l'Institut, on a réalisé que plusieurs travaux étaient amorcés, plusieurs réflexions pour revoir l'état des connaissances sur la transmission du SRAS, principalement par les aérosols. Donc, il nous est apparu évident qu'on avait besoin d'une position concertée à l'Institut pour établir des constats et qui serviraient de base là, aux recommandations des différents experts. Vous voyez ici la table des matières du document comme tel. Je vais aborder toutefois plus en profondeur la méthodologie, la terminologie et les constats qui sont compris dans la section résultats et discussions de notre document. Donc, 2 revues brèves ont été réalisées, une par des membres de l'équipe d'infection nosocomiale de l'Institut sur les aérosols et Santé environnementale, de leur côté, avait une revue qui était en cours sur les aérosols et aussi sur les fomites. Comme Stéphane l'a mentionné, il y a énormément d'études qui comprennent des biais, mais qu'on considérait comme un ensemble de connaissances là, pouvant nous aider à bien comprendre la situation. Le document a été construit avec une vision vraiment multidisciplinaire parce qu'on avait des représentants de différentes cellules, de tous les experts qui sont impliqués dans la lutte là, contre les infections nosocomiales. Excusez, je change mon chapeau, infections nosocomiales, qui sont impliqués dans la lutte là, contre la COVID, émettent différentes lignes directrices, cellules noso, santé au travail, santé environnementale, gestion des cas et des contacts dans la communauté, mais aussi mesures populationnelles. Le document a fait l'objet d'une validation à l'interne auprès des autres membres de ces différentes cellules-là, mais aussi à l'externe. Notamment, on a consulté les membres du Comité sur les infections nosocomiales du Québec et aussi les membres du GT-SAT COVID. Dans toute notre démarche, on a également regardé ce qui se disait dans la littérature grise, notamment au niveau des organismes de santé publique et réglementaires. Donc, comme l'a bien mentionné là, Caroline en début de présentation, la définition même des concepts liés à la transmission par les aérosols varie énormément. Alors, donc, on s'est heurté, nous aussi, à cette réalité-là, à l'absence d'un langage commun. Donc, notre premier exercice a été vraiment de proposer une terminologie commune basée sur des modèles qui existaient déjà et connus ou utilisés dans certains domaines. Comme Caroline l'a mentionné, pour reprendre aussi des paroles d'un collègue infectiologue, c'est sûr que historiquement, en PCI, les modèles de transmission, c'était soit des grosses gouttelettes, soit des fines particules, plus là, par voie aérienne en suspension dans l'air. Donc, une approche dichotomique qui, oui, nous a servi jusqu'à maintenant à prévenir, à contrôler des infections respiratoires comme la grippe ou comme la tuberculose. Par contre, avec la COVID, on se rend compte effectivement que ça cadre un peu moins dans tout ça et ça nous apporte à supporter le continuum de transmission là, qui se fait là, sur des particules de différentes grosseurs. Donc, on propose un changement de paradigme, mais j'ai marqué nouveau entre parenthèses parce qu'en fait, des réflexions avaient déjà été amorcées là, en ce sens par rapport au continuum de la transmission. Notamment, il y avait eu des présentations au Journal annuel de santé publique là, en 2019, les travaux qui étaient menés, entre autres, là, par Dr. Marc Dionne, et dont vous pourrez trouver les présentations en ligne là, si jamais ça vous intéresse. Donc, les aérosols,
Caroline l'a bien expliqué, un comportement complexe, un devenir complexe, dynamique aussi. Ce qu'on propose comme définition, c'est d'utiliser un petit peu ce qui est sur la table là, par Roy et Milton et qui a été repris aussi plus récemment par Milton. Les particules en suspension dans l'air, dont le mouvement est gouverné principalement par la taille, et qui sont potentiellement inhalables et qu'on va classer selon le site anatomique où elles se déposent. Donc, on a les particules nasopharyngiennes qui se déposeraient dans le nez et la gorge de diamètre inférieur ou égal à 100 micromètres. Les particules trachéobronchiques, qui est au niveau des bronches, de diamètre inférieur ou égal à 15 micromètres, et les particules alvéolaires, inférieures ou égales à 5 micromètres. Avec cette définition-là, vous comprendrez que la définition traditionnelle, classique de gouttelette qu'on avait, en tout cas qui était assumée, maintenant, c'est comme si les gouttelettes sont comprises dans la définition de nasopharyngienne et trachéobronchique, tandis que notre définition traditionnelle d'aérosol, de micro-gouttelettes ou de noyau de gouttelettes, là, c'est plus ce qui serait alvéolaire. Je passe cette diapo parce que Caroline l'a montré. Un nouveau concept qui est ajouté aux définitions, c'est les gouttes. Caroline en a parlé un peu dans sa présentation. Les particules encore plus grosses, qui sont supérieures à 100 micromètres, mais qui ne resteront pas en suspension dans l'air, qui vont plutôt se déposer directement sur les muqueuses ou sur des surfaces, donc qui ne sont pas inhalables. Dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les expositions au SRAS-CoV-2 n'entraînent pas nécessairement une infection. L'infection est vraiment tributaire d'un ensemble de liens complexes entre le virus, l'émetteur et le récepteur. Le document sur la transmission aborde plusieurs de ces concepts-là. Je ne voulais pas entrer dans le détail dans la formation, mais si jamais il y a des questions, ça va me faire plaisir de répondre. Donc, en gardant en tête la terminologie qu'on propose, c'est ce qui nous a amené à poser les constats à l'aide de la démarche là, critique qu'on a faite de toute la revue de la littérature. Donc, la transmission du SRAS se fait surtout lors de contacts rapprochés, à moins de 2 mètres et prolongés, plus de 15 minutes. Les données épidémiologiques supportent une transmission par les aérosols à proximité. On sait aussi que le risque de transmission est augmenté quand on est dans des espaces restreints, ventilés de façon inadéquate à forte densité d'occupants et quand la durée d'exposition est prolongée, ce qu'on réfère souvent aux 3 R, hein, ce qui est bien connu dans la littérature, et que ce risque-là, ces facteurs-là augmentent le risque de transmission, oui, à proximité, mais soutiennent aussi qu'il y a un risque de transmission à une certaine distance. Malheureusement, on n'est pas en mesure à ce stade-ci de statuer sur une ligne claire, là, une distance maximale, mais ce ne serait pas au-delà de quelques mètres. Ce qui est clair aussi, c'est que bon, la présence de l'ARN du SRAS-CoV-2 dans l'air, ça ne veut pas nécessairement dire que le virus est viable ou cultivable ou encore infectieux. Et ce qu'on voit, c'est que la transmission par voie aérienne sur une longue distance, comme elle est définie par la rougeole, pour la rougeole ou pour la tuberculose, bien, on ne voit pas ça actuellement avec le SRAS-CoV-2. Donc, ceci étant dit, un continuum de transmission, des grosses gouttelettes, des petites gouttelettes, comment ça impacte les mesures? Bien, en fait, les mesures qui sont proposées, qui sont sur la table, viennent couvrir quand même la part de la transmission là, qui est associée à cette réalité-là. La distanciation physique,
2 mètres en tout temps, limiter les contacts, surtout en raison de la possibilité de la contagiosité de la COVID là, chez les personnes présymptomatiques ou même asymptomatiques. L'importance de l'hygiène et de l'étiquette respiratoire. Par exemple, tousser dans le pli du coude, jeter un mouchoir dans la poubelle après l'avoir utilisé. L'hygiène des mains, que ce soit avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. L'importance de la ventilation, bien que ce soit complexe, Stéphane l'a mentionné avant moi, il y a tout un rapport sur la ventilation là, dans les milieux scolaires et dans les milieux de soins que je vous invite à prendre connaissance si ce n'est pas déjà fait. Le port du masque selon le contexte, le nettoyage et la désinfection de l'environnement. Et plus précisément dans les milieux de soins, le Comité sur les infections nosocomiales du Québec, bien sûr, encadre les pratiques de base et les précautions additionnelles et a d'ailleurs pris connaissance du document sur la transmission du SRAS-CoV-2 et a proposé quelques mesures pour tenir compte là, de la réalité en lien avec la transmission par les aérosols. Notamment, il y a une position qui a été mise et qui a été publiée là, la semaine passée aussi, la position du Comité sur les infections nosocomiales sur le document SRAS-CoV-2 que je vous ai mis en référence à la fin. Notamment, il est proposé d'ajouter le port du masque par l'usager pour faire une protection double masque, autant par le soignant que par l'usager. On apporte un intérêt particulier à la qualité des masques qui sont utilisés en milieu de soins parce qu'on sait qu'il y a des masques médicaux qui offrent une meilleure adhésion au visage et donc qui vont éviter les fuites là, par des ouvertures. Mais aussi l'importance d'éviter des regroupements de patients qui sont positifs dans les mêmes chambres, donc pour éviter qu'il y ait trop d'aérosols contaminés dans l'air. Et le 5 aussi a réfléchi à la modulation pour l'utilisation du N95 en dehors des interventions médicales là, générant des aérosols. Une proposition qui a été transmise aujourd'hui à la Direction générale de santé publique du ministère de la Santé qui devrait être publiée sous peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une mesure prise isolément qui va nous protéger contre la COVID et qui va la faire disparaître comme par magie. C'est vraiment l'ensemble de ces mesures-là qui offrent une protection maximale. Et là, plus récemment, bien sûr, la vaccination est venue s'ajouter comme arme pour prévenir la transmission de la COVID. Concernant le document sur la transmission par les aérosols, on poursuit la veille scientifique. Stéphane l'a mentionné, il faut s'adapter, donc c'est sûr qu'on est à l'affût des nouvelles connaissances. On se rend compte avec ce qu'on voit là, dans la veille média que c'est important de bien camper les concepts de transmission par voie aérienne, par l'air, par aérosol, peut-être il faudra faire un effort d'aller plus loin en ce sens-là. On n'a pas de boule de cristal pour voir quel va être l'impact sur la nomenclature là, qui est utilisée actuellement dans les mesures de PCI, mais c'est certain qu'il va y avoir des discussions là, très intéressantes à venir à ce niveau-là. Je vous ai mis les références ici et je repasse la parole à Stéphane Perron pour les quelques messages de conclusion. Oui. Donc, comme conclusion, ce qui est important, c'est vraiment ajuster selon l'évolution des connaissances et des démarches scientifiques. On voit que les choses vont bouger, bougent encore, puis il faut vraiment ajuster nos conclusions par rapport à ça. Ce qui est super important, c'est qu'il ne faut pas avoir une vision tunnel aussi, puis il faut avoir une vision multidisciplinaire avec l'implication des partenaires. Donc, partenaires multiples, maladies infectieuses, PCI, SAT, SE, recherche, CNSST, différents types d'associations en santé au travail, c'est super important, puis il faut continuer à se parler. Il y a un ensemble de mesures qui sont efficaces en tout temps, dans tous les milieux. Ce qui est important, c'est une série de mesures. C'est une série de mesures qu'il faut mettre un à la fois. La mesure, effectivement, la plus importante que vous savez tous, c'est vraiment les contacts. Réduire les contacts, c'est super important. Une distanciation de plus de 2 mètres, c'est sûr que ça l'aide beaucoup.
La présence de méthodes barrières, comme disait Pierre, la présence de masques, le nettoyage, c'est toutes les mesures qu'il faut mettre un après l'autre. Il faut identifier les circonstances à risque. On sait que les périodes de repas, c'est particulièrement à risque. On sait que les pauses, c'est particulièrement à risque. C'est ces moments-là aussi qu'il faut intervenir. Puis, il faut continuer à mettre la pression aussi sur les personnes pour que les gens fassent attention aussi à tout moment. Fait que c'est vraiment ça qu'il faut faire, puis c'est ce que, évidemment, c'est le message final qu'on veut vous envoyer aussi, en plus du fait qu'on va continuer à regarder la littérature, puis c'est vraiment avec une approche très scientifique qu'on essaie de le faire. Merci à tous et à toutes.